Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo incroyable, dans une ambiance très néon, très drive. Big up à Axel Lachour sur cette vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais analyser mon propre travail. On en est déjà au 10e épisode, et oui, puisque rappelons-le, c'est un épisode par semaine finalement où j'analyse mon travail, mes propres photos, pour vous faire découvrir les backstage de mes shootings, comment je m'y suis pris. Ça va des exifs à la mise en scène en passant par la réalisation et la post-production. Et bien donc on commence tout de suite, on attaque tout de suite avec une photo que j'ai réalisée l'année dernière en été 2016 avec la belle Alicia qui est une de mes meilleures amies. Alors, pour vous parler un petit peu de cette image, Alicia, déjà, il faut savoir que c'est un modèle qui n'a jamais posé de sa life ever. Voilà, c'était vraiment la première fois qu'on faisait un shooting, et je me souviens, donc voilà, j'avais insisté pour qu'on fasse un shooting quand même. Et du coup, on est allé tout simplement, on n'a pas trouvé un lieu incroyable, on est juste allé dans le parc d'un de mes petits villages de province, et voilà, à la tombée du jour, bien sûr. Alors, pas totalement à la tombée du jour, je crois qu'il était, on va tout de suite regarder d'ailleurs dans les exifs, cet outil finalement si magique, et quand on regarde les heures, voilà, 18h33 en été, sachant que le soleil se couchait vers 21h, quelque chose comme ça. Eh bien voilà, le soleil avait été assez descendu pour ne pas avoir des ombres inesthétiques et dures sur le visage, et qui viennent vraiment à la verticale dessiner en fait les contours, et donc ne pas être agréable. Vraiment, c'est pas beau pour les portraits. Je vous recommande pas de shooter en plein soleil, surtout en été, par rapport au placement du soleil, etc. Et donc à 18h33, et puis là on voit en plus qu'on est, il y a une double protection par rapport à cette lumière agressive, puisqu'on est sous les arbres, sous le feuillage des arbres, des arbres vraiment feuillus, avec beaucoup de feuilles, quoi, mais qui se répète, on adore. Et voilà, par contre on voit, c'est quand même une lumière vivante, dans le sens où elle agresse carrément les cheveux, elle attaque les cheveux, elle est puissante. Là en l'occurrence elle est presque surex ici, et les ombres sont dures, et en tout cas il y a de la vie dans ce plan. Ça découpe vraiment les différents valeurs de plan, et c'est pas genre... Parce que le problème qu'on peut dire, on peut se dire, ouais, quand il y a un ciel gris, c'est intéressant pour aller shooter. Oui et non. Oui, parce qu'en effet, on a des ombres douces et on a des effets sur les matières qui sont incroyables et qu'on peut pas rendre de la même manière avec un grand soleil. Mais du coup, on détache pas les plans. Vraiment, ça devient en 2D, puisque vraiment, il n'y a pas cet éclairage qui rend toute la scène vivante, un éclairage puissant. Alors, pour ce qui est des exifs, eh bien, tout simplement, ça a été fait. Alors, je vérifie, mais ouais, je crois que c'était avec mon 60D. Avec mon 60D à 1/250e de vitesse. Alors là, c'est parce que j'étais en mode AV et j'étais à F2, il y avait largement trop de lumière. ISO 400, pourquoi? Alors je le dis souvent, mais je vais faire une petite piqûre de rappel. Pour qui est en fait, aujourd'hui avec les boîtiers numériques modernes, et donc dont le 60D, on peut largement shooter à ISO 400 sans problème. Il n'y a vraiment aucun grain sur cette image, à part ce que j'ai rajouté de netteté. Donc c'est parfait, il faut vraiment zoomer à 300% pour commencer à avoir du grain. Et ça me permet en fait de ne jamais avoir une photo, un portrait flou à cause d'une mauvaise vitesse d'obturation, parce qu'on passerait vraiment dans un endroit avec de l'ombre, un endroit sous un pont, ou alors que le soir commencerait à tomber, et de vraiment bloquer cette valeur sur ISO 400 pour plus y penser, tout simplement. Et donc avec mon fétiche Canon 50 mm f1.8 Mark II, un objectif incroyable, il en est. Et donc à F2, pourquoi pas à f1.8? Alors je shoot carrément plus jamais à f1.8 avec mon 50 mm. Tout simplement parce que à f1.8, il y a quand même une perte de piqué de qualité. Il faut savoir que les objectifs qui ouvrent aussi grand, eh bien, il y a souvent des pertes de qualité, alors à grande ouverture et à toute petite, c'est-à-dire dans les f22, pareil, à cause de phénomènes qui sont dus à l'optique. Et alors même si c'est du Canon, c'est de la bonne qualité, mais c'est quand même le premier de la gamme Canon, le 51.8. Donc si vous avez un 51.4, ok, et un 51.2, bah, allez-y, éclatez-vous. Mais 51.8, ça commence à faire un peu moins de piqué. Et puis surtout, alors même je shoot plus à f2, je shoot généralement à f2.2, pour vraiment un tout petit peu élargir la profondeur de champ, histoire d'avoir toujours les yeux nets. Par exemple là je les ai un peu ratés, on peut le dire, d'ailleurs on voit ici que j'ai bourriné sur les algorithmes de netteté pour retrouver un petit peu de piqué dans les yeux, parce que j'ai raté la mise au point, tellement à f2 est aussi rapproché de mon modèle. Alors que là c'est avec un APS-C, mais quand même, eh bien, la profondeur de champ est réduite, et donc j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour avoir les yeux nets, et qui est le principal d'avoir les yeux nets dans un portrait. Voilà un petit peu finalement pour les exifs. Pour ce qui est donc de la réalisation, je vous ai dit, Alicia c'est vraiment pas une modèle de base, et pourtant on peut obtenir des clichés assez magnifiques comme celui-ci, sans que la personne soit modèle pro ou quoi que ce soit. Tout simplement, ça c'est en fait
il faut vraiment diriger son modèle, mais le diriger d'une manière spéciale. C'est-à-dire, en fait, je lui ai fait faire prendre... Alors au début, elle était un peu stressée quand même. Si Alicia, si tu regardes cette vidéo, tu étais un peu stressée quand même au début, un peu anxieuse, ce qui est normal finalement quand la première fois qu'on braque un énorme réflexe avec un énorme objectif devant, enfin, soit c'est choquant, et puis même si c'est votre pote, se mettre en mode mental, oui, je vais shooter avec lui pendant 2 heures, c'est différent parce qu'en plus, on joue un personnage, on incarne un photographe, elle la modèle, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui entrent en compte. Surtout que voilà, si c'est une modèle qui n'a pas l'habitude aussi de shooter, eh bien le regard des passants, il faut y penser. C'est pour ça que je me suis un peu excentré par rapport au chemin principal du parc, pour vraiment éviter voilà, que tout le monde se retourne à chaque fois. Oh, un photographe, surtout quand on n'a pas l'habitude, parce que ça nous ferait donc la première pression de l'appareil photo et la deuxième pression des passants qui regardent, ce qui n'est pas toujours agréable, je le conçois, quand on n'a pas l'habitude. Tout ça, c'est une question d'habitude de toute manière. Et donc alors n'hésitez pas à lui faire prendre des poses type magazine. Voilà, on commence même si c'est moche parce qu'elle s'est pas bien réalisée et tout. C'est pas grave, on commence à faire ça pour se déstresser et après on fait des petits jeux un peu plus marrants où on va courir, on va shooter, on va danser. N'hésitez pas à voir ma vidéo d'ailleurs, comment diriger un modèle. Je vous donne 10 astuces pour ça justement, pour les modèles qui sont pas forcément pros. Et donc de faire ça en fait, on va arriver, il y aura quelques clichés qui vont être incroyables sur le lot, alors d'autres qui vont être moins bien forcément, mais on va avoir quelques clichés qui vont avoir un naturel, une spontanéité, mais généralement avec les gens qui n'ont jamais posé de leur vie, ce qui marche le mieux c'est vraiment ces moments spontanés, vraiment où il n'y a pas de pause en fait, où on met pas ses articulations dans une figure, enfin qu'on n'essaye pas de créer une figure, recréer une photo qu'on a vue, parce que ça demande de la maîtrise justement, et ça demande de connaître son bon profil, ça demande aussi de photographe de bien se placer. Donc si vous ou la modèle n'a pas le niveau, eh bien les photos spontanées comme ça finalement, où elles marchent, où n'hésitez pas vraiment à rafaler dans ce genre de processus, vont bien mieux fonctionner. Alors pour ce qui est du post-traitement, hein, puisque tout le monde se pose toujours cette question, Vince, j'adore tes photos, comment elles sont retouchées? Eh bien c'est justement à ça qu'on va répondre. On va montrer le avant, attention, voilà. Voilà, il n'y a pas tellement de différence finalement, hein. Alicia, tu restes belle au naturel, mais non, voilà, j'ai pas fait vraiment beaucoup de changements. Alors on peut voir tout de suite en fait que ici j'ai enlevé par exemple le bord de son vêtement qui dépassait dans l'épaule. Pourquoi? Parce que ça distrait le regard. Ça distrait le regard inutilement. Là ça fait une sorte de tache parce que c'est noir, ça vient contraster énormément avec sa peau. Donc je ne vois pas l'intérêt. En plus derrière il y a vraiment une zone blanche dans le bokeh, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Alors là pareil sur le vêtement, encore une fois, j'ai amélioré la manière dont il tombait sur son corps tout simplement. Là on voit, voilà, je l'ai rendu plus parfait, comme l'autre côté symétrique, parce que là pareil ça gêne le regard à mon sens. Là j'ai aussi enlevé un petit cheveu qui se perdait dans le bokeh, qui aurait dû être perdu dans le flou s'il avait été bien placé, mais voilà, je me suis juste contenté de ça au niveau des cheveux, comme quoi je progresse pas mal. Bon, j'ai peut-être homogénéisé la teinte de la peau. Ça, voilà, si vous n'avez pas un make-up pro avec vous, un mec qui s'occupe du maquillage qui soit absolument top au niveau de la peau, bien c'est compliqué, suivant en plus la température qu'il fait, s'il fait chaud, etc. Donc ça va changer vraiment l'aspect de la peau, et ça voilà, on peut tout à fait se permettre de retoucher, même pour du portrait de particulier. Voilà, puisque bien sûr les retouches qu'on va effectuer pour un portrait de particulier sera différent d'un portrait de magazine, d'un portrait d'édito, d'un portrait pour une marque, etc. Le niveau de retouche et d'exigence demandé aussi sera bien sûr très différente et variée. C'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai retouché un petit peu? Alors, non, ça c'est l'ancienne photo. Donc pareil, j'ai lissé un peu les cernes qui étaient un peu trop présents. Voilà, ça on ne contrôle pas toujours. J'ai reformé un petit peu la coiffure, mais c'est très très léger. Voilà. Et puis bien sûr la couleur, le contraste de cette image. Alors ça, je l'ai fait d'ailleurs avec un filtre gradué. Alors en fait, au départ, l'image était toute jaune, mais d'ailleurs on le voit. Voilà, l'image est toute jaune, enfin vert en réalité. L'image totalement de départ, alors là je l'ai plus, mais ouais, c'est du vert. Et alors, vu que j'aime pas le vert, vous commencez à me connaître, eh bien j'ai fait une sorte de virage de teinte au jaune. Et en fait, j'ai vu que cette zone était un petit peu bleutée. Et après, donc avoir retouché les couleurs dans Photoshop, eh bien j'ai tout simplement pris, alors je sais pas si c'est sur cette image-ci qu'on va le voir. Non, mais en fait, j'ai pris un filtre gradué dans Lightroom. Donc hop, il suffit de le balancer comme ça dans un coin et de changer en fait la température couleur ici. Donc ça va modifier en fait suivant un filtre gradué.
donc un dégradé intéressant. Et là, je l'ai mis en bleu. Pourquoi en bleu? Pour renforcer la teinte qui existait déjà. Ça sert à rien de le mettre en rose pour essayer de trouver une nouvelle teinte. Là, ça va être plutôt déséquilibrer totalement l'image. Et surtout, pour créer une complémentarité entre le jaune du feuillage ici et sa chevelure, bien sûr, puisque tout se fait écho, ainsi que sa peau, pour créer une complémentarité, étant donné que le bleu est la couleur complémentaire du jaune. Et aussi, une autre chose, c'est que cette photo a été débouchée, puisque donc on est donc sous des ombres. Et pourtant l'extérieur n'est pas totalement cramé. Alors bien sûr là le ciel a quand même été cramé parce que c'était vraiment en plein soleil. Mais là on voit qu'il y a de la matière. En tout cas derrière c'est pas tout blanc. Elle a l'air... Je vais y arriver. Elle a l'air pas de nager dans une sorte de paradis. Donc ça c'est l'effet photo iPhone quand on fait le selfie et qu'on on est à contre-jour, c'est dégueulasse. Mais il a fallu quand même déboucher malgré tout puisque la dynamique du réflexe n'était pas suffisante. Et pour déboucher j'ai utilisé donc un réflecteur. Alors je l'ai pas là mais c'est un 30 cm. L'Absolite il me semble, je sais plus, mais n'importe lequel finalement, il est pliable et donc il a un côté doré et j'ai utilisé ce côté doré puisqu'on le sent un peu, on le sent un petit peu réchauffer en fait l'image puisque encore une fois j'ai pensé à la couleur de ses cheveux, de sa peau et à la retouche, j'ai anticipé aussi sur la retouche que j'allais faire après en me disant de toute façon le vert on n'en parle pas, voilà. Et donc le réflecteur aussi plus que déboucher les ombres, c'est pas juste un outil pour déboucher les ombres, ça sert aussi d'effet artistique puisque là on voit dans ses yeux, c'est pas moi qui suis venu rajouter avec le pinceau en densité moins ou je ne sais quoi, non, d'ailleurs attends, c'est densité moins ou densité plus? Densité moins, ah oui, c'est densité moins. J'ai eu un doute, je préfère vérifier en live, en direct, on adore. Et oui, donc le réflecteur crée un reflet dans les yeux et donc crée aussi un aspect beaucoup plus vivant que des yeux où la pupille reste noire. Généralement, ça donne un effet un peu plus terne, un peu plus 2D. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que ce nouveau décor vous aura plu. Vous en saurez très vite, d'ailleurs, plus sur ce nouveau décor bien, dans les prochaines vidéos. Restez connectés, les gars. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Mais avant, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » où je vous donne plein d'astuces pour améliorer vos photos, améliorer la post-production, améliorer la composition, la réalisation, etc. Et donc, salut à tous!